L'équipe, juste pour information, sachez que désormais, vous pouvez retrouver tous mes contenus sur YouTube, bien sûr, mais aussi dès le lendemain sur Spotify. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on repart encore sur un sujet que vous avez choisi sur Instagram. Je me doutais que le format sur les rookies allait vous chauffer, mais pas à ce point. Le sondage a explosé dimanche dernier. Parfait, on va mettre tout ça à plat, proprement, et trancher dans le vif pour faire mes prédictions parmi ce groupe de jeunes prometteurs. Par contre, avant qu'on commence, petit aparté, si vous aussi vous voulez peser sur le choix du prochain sujet, venez me rejoindre sur Instagram. Je publie les sondages, généralement le dimanche, vous votez, vous choisissez, et ensuite je construis l'épisode en fonction de vos retours. Alors si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant pour avoir une possibilité d'avoir la main pour le prochain sujet YouTube. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on a un programme très lourd, parce que je ne vais pas juste parler de mon rookie favori pour le trophée de rookie de l'année. Non, on va aborder plus d'une vingtaine de rookies, avec à chaque fois plus ou moins de détails les concernant. Et le but à chaque fois restera le même, est-ce que ce rookie peut terminer dans la course du rookie de l'année 2026 ? Bref, on a assez perdu de temps, on y va, installez-vous bien, serrez bien vos lacets, on commence tout de suite. Pour commencer, faut que je pose le décor, et avant de balancer comme ça le nom des meilleurs rookies, faut que je pose les règles du jeu. Le rookie de l'année, il est voté par une centaine de journalistes. Ce qui pèse d'abord, c'est la production individuelle, le volume de points, puis la création pour les autres, ensuite l'efficacité et une empreinte visible en défense. Le contexte d'équipe compte, gagner aide la narration et à la visibilité, mais beaucoup moins que pour un MVP. Point clé aussi, pour 2026, la règle des 65 matchs ne s'applique pas pour ce trophée. La disponibilité reste cruciale bien sûr, mais un rookie peut rester dans la course sans atteindre 65 apparitions en saison. En clair, là on ne va pas chercher le meilleur prospect théorique, mais plutôt celui qui va cocher le plus de cases pour remporter le trophée de Rookie of the Year à la fin de l'année. Dans ce cadre, la draft 2025 a ouvert une vraie course. En 1, Dallas a pris Cooper Flagg, ailier two-way déjà très propre sans la balle, parfait pour grandir à côté de gros créateurs. Pas forcément option numéro 1 tout de suite, mais favori logique au départ tant son jeu s'adapte à tout. Ensuite, en 2, San Antonio a pris Dylan Harper, garde puissant, pensé pour porter pas mal de possessions avec Wemby. Du pick and roll, du tir à mi-distance et forcément une courbe d'apprentissage prometteuse. Derrière, en 3, Philadelphie a choisi VJ Edgecombe. Moteur de fou, pression constante sur le cercle, vraie activité défensive et des minutes sérieuses promises dès l'automne dans un backcourt qui tourne. Pour moi, dès le début, ces trois-là attiraient l'essentiel de la lumière, mais ils n'étaient pas seuls. Avec le pick 4, Charlotte a sauté sur Konknueppel, shooter d'élite, fit évident avec LaMelo Ball et Brandon Miller. Le but, apporter du spacing immédiat et profiter de ses coups de chaud pour espérer des cartons à longue distance. Après, en 5, Utah a pris Ace Bailey, ailier avec une énorme marge de progression. Les doutes sur son mental étaient réels, mais sur son basket, il pouvait mettre tout le monde d'accord. Puis en 6, Washington a jeté son dévolu sur Trey Johnson, scoreur naturel qui pouvait briller dans une team en reconstruction. Le talent était là pour tous ces joueurs, mais on s'en rendait vite compte. Le contexte dans lequel ils allaient débarquer pouvait potentiellement changer toute l'histoire autour d'eux. Et c'est pour ça que même en dehors des top picks, certains autres pouvaient eux aussi susciter la curiosité. New Orleans en 7 a sélectionné Jeremiah Fears, combo garde agressif capable de gratter de vraies minutes dans une rotation ambitieuse. Ensuite, Brooklyn en 8 a pris Egor Demin, grand playmaker, une vision top niveau, un tir à stabiliser mais un rôle de créateur secondaire déjà tout trouvé. Plus tard, Memphis a mis la main sur Cedric Coward avec le choix 11, un grand ailier défensif avec des bras interminables et surtout un profil prêt à jouer. Enfin, Charlotte a ajouté Zion James et Ryan Kalkbrenner au deuxième tour, l'un pour relever le plancher défensif sur les extérieurs, l'autre pour protéger l'arceau et finir simplement près du cercle. Bref, sur le papier, après la draft, on avait déjà des favoris clairs, mais aussi des styles potentiels qui étaient totalement en embuscade. La hiérarchie de départ ressemblait à ça, Flagg en grand favori par principe, Harper et Edgecombe juste derrière, et en outsider, on avait Trey Johnson, Ace Bailey et Konknueppel. Là du coup, ce que l'on va voir rapidement, c'est si ces premières semaines de compétition ont confirmé ses prédictions, et si justement, d'ici la fin de la saison, ce qu'on a vu en ce moment peut continuer. Et ne mâchons pas nos mots, à ce jour, selon moi, la course est super ouverte. C'est pour ça que si maintenant on plonge tête baissée dans l'analyse, je vais vous proposer une première watchlist. On va parler des rookies qui, selon moi, n'ont quasi aucune chance de finir couronnés, mais sur lesquels quand même il faudra garder un œil cette saison. Et on va le dire, le principal facteur qui souvent handicape ces candidats, c'est le rôle.
Carter Bryant à San Antonio, c'est des minutes clairsemées derrière Wemby, Vassell, Keldon Johnson, Stephen Castle, Dylan Harper et Jeremy Sohan, pas suffisamment pour briller pour l'instant. Maxime Reno à Sacramento découvre la densité intérieure et doit d'abord trouver son adresse avant d'espérer quoi que ce soit. Noah Essangué est trop brut pour le moment et devra d'abord faire ses preuves en G-League pour polir son jeu. Kaman Maluak à Phoenix, c'est un projet géant lui aussi, mais il est un peu coincé derrière des vétérans qui visent haut. Hassan Newell à Atlanta entre et sort de la rotation et galère un peu à trouver de la stabilité malgré un potentiel certain. Tout ça donne à ces joueurs des volumes trop faibles et des minutes trop irrégulières pour réellement prétendre au trophée. Mais, et c'est important, chacun pour moi a déjà un petit truc qui peut les porter. Ils ne finiront donc pas couronnés, mais ce n'est pas non plus pour ça qu'il faut déjà totalement mettre leur carrière de côté. Si une vraie fenêtre s'ouvre pour eux, cette saison, ou la saison prochaine, je pense qu'ils auront tous un vrai quelque chose à montrer. Et puis là, vous vous en rendez compte, j'ai surtout parlé d'intérieur, mais on peut aussi trouver des arrières qui sont tout à fait dans la même position. Egor Domin à Brooklyn a déjà des lectures haut niveau, mais l'adresse et l'agressivité varient et son temps de jeu reste en dents de scie. Walter Clayton Jr. à Utah a la tête bien faite lui aussi, sauf que la création fluctue et pour le moment il peine à s'imposer. Tyrese Proctor à Cleveland lui est propre, sérieux, mais bloqué derrière des titulaires installés. Javon Small à Memphis gère bien le tempo de son côté, seulement son volume est pour l'instant trop discret. Pour moi, aucun de ces 4 candidats ne peut vraiment présenter un dossier sérieux, sans minutes stables et sans carton régulier. Ceci dit, avec une ouverture et un rôle qui changent, ma perception les concernant pourrait vite changer. Pour moi, s'ils grattent des runs de confiance d'ici Noël, on pourrait potentiellement reparler sérieusement d'eux cette saison. Peut-être pas pour le trophée, mais au moins parmi le groupe des rookies les plus prometteurs de leur cuvée. Et puis évidemment aussi on a quelques ailiers qui également peuvent susciter un peu de hype. Zion James à Charlotte, c'est l'archétype du 3&D efficace à bas volume. Si son rôle grossit, sa valeur grimpera même sans stats flashy. Will Richard à Golden State lit super bien le jeu sans ballon et peut rentrer ses tirs ouverts, mais son pic de scoring est venu avec des absents. Avec un roster complet, son volume redescend. Nick Clifford à Sacramento a un profil all-around intéressant lui aussi, des bras, de la lecture, mais des minutes irrégulières et des pépins physiques qui le freinent. Enfin, Hugo Gonzalez à Boston progresse défensivement, seulement le contexte de sa team verrouille son usage. Même si on ne parle pas vraiment de candidats pour le Roy, avec eux on parle tout de même, encore une fois, de joueurs potentiellement utiles pour leur team respective. Pour le dire simple, ces gars-là auront facilement l'occasion de remporter des minutes de jeu et de la hype, mais auront du mal à être dans la discussion du trophée en fin de saison. Vous captez l'idée, sûrement trop court pour le Rookie of the Year, mais suffisamment intriguant pour qu'on s'attarde un minimum sur leur cas. De toute façon, l'idée aujourd'hui c'est de fonctionner un petit peu en mode entonnoir avant de vous présenter mon top 5 avec plus de détails. Sauf qu'avant d'en arriver là, je veux m'attarder un petit peu sur ceux que je considère comme les principaux outsiders. Aujourd'hui, ce qu'ils montrent me paraît peut-être un petit peu short pour finir rookie de l'année, mais en fait, sait-on jamais, parce qu'ils sont prometteurs. En cas d'explosion, ceux que je vais citer maintenant me paraissent tout à fait capables, pourquoi pas, de se mêler à la discussion. Ace Bailey d'abord, pour lui le talent n'a jamais bougé, longueur, premier pas, création en 1 contre 1, vraie pression vers le cercle. Le truc c'est que son début a été heurté avec des pépins, puis des minutes limitées. Résultat, l'impact existe par séquence, mais pas encore sur l'intégralité d'une soirée. Tant que l'adresse de loin et le volume restent irréguliers, c'est compliqué de coller au rythme des favoris. Mais si sa santé se stabilise, que Utah lui ouvre plus de 25 minutes et que son catch and shoot se met en place, on peut vite le voir passer la seconde. En clair, dans mon classement perso, il n'est pas encore top 5, mais une grosse explosion, une grosse montée en puissance pourrait me retourner le cerveau en à peine un mois. Dans une autre vibe, on a Trey Johnson à Washington. Pour moi, c'est l'archétype du rookie stat-friendly par contexte. Une team en reconstruction, le feu vert pour shooter et déjà une douzaine de points de moyenne avec une vraie menace à 3 points. Pourquoi il reste un cran en dessous de ceux que j'ai mis dans le top 5 ? Parce que son efficacité oscille encore. Sa création pour les autres est limitée et les victoires ne suivent pas toujours pour nourrir un dossier. Ceci dit, si la sélection de tir s'affine et qu'il enchaîne 2 à 3 semaines autour de 15-20 points avec de bons pourcentages et quelques coups de choix à longue distance, sa cote pourrait vite grimper. À mon sens, il lui manque surtout de la constance et 2-3 moments signature en prime time pour grimper dans la course. Sauf qu'on ne va pas se mentir, jouer à Washington en ce moment, ça n'aide pas forcément à attirer les projecteurs. Je ne suis pas donc hyper optimiste concernant son dossier. Alors enchaînons avec Jeremiah Fears de New Orleans. Lui, j'aime beaucoup son côté combo garde propre, utile des deux côtés du terrain. Il met ses points, défend, distribue sans forcer et on sent qu'il comprend déjà le tempo NBA. Alors pourquoi je le mets seulement parmi les outsiders ? Parce que la concurrence interne est réelle et que les Pels, même s'ils déçoivent, visent des résultats maintenant, donc son usage varie selon les soirs. En revanche, si son tir longue distance continue de progresser et que Nola lui confie un vrai volume sur la seconde unit, il a le profil parfait pour empiler des matchs références et s'installer dans la discussion des gros outsiders. Pour moi, c'est un candidat discret mais solide. Il n'est peut-être pas bruyant, mais il peut devenir rentable si on lui confie les clés. Son principal frein reste a priori le retour attendu de Dejounte Murray, qui devrait encore lui enlever quelques minutes de jeu.
Du coup, continuons avec Ryan Kalkbrenner de Charlotte. Défensivement, c'est déjà une encre. Rebond, contre, verticalité, timing. On voit tout de suite son influence dans la peinture, surtout que son jeu offensif reste propre, sans tir forcé. Le frein, c'est son scoring, naturellement plus bas que celui des favoris au trophée. Tant que l'attaque reste minimaliste, il aura du mal à remplir les critères. Mais s'il flirte avec un double-double régulier, ajoute 2 contres de moyenne et que Charlotte gagne un peu plus, là oui, il pourrait remonter franchement dans les conversations. Le genre d'intérieur efficace qui va faire du bien aux Hornets, mais sûrement trop discret et pas assez flashy pour terminer parmi les mieux classés. Après, j'adore l'énergie de Colin Murray-Boyles à Toronto, il a un profil de glue guy pur jus, activité, impact, main rapide et même la capacité de dépanner au poste selon les besoins. Ce qui l'empêche d'entrer dans mon top 5, c'est son adresse extérieure encore en chantier et un usage qui bouge quand l'effectif est au complet. En revanche, s'il verrouille son tir ouvert et qu'il dépasse les 25 minutes par match, parce que le front de court est cabossé, il est capable d'empiler les petites stats partout, et mis bout à bout, cette polyvalence pourrait changer la perception des votants. Pour moi c'est simple, s'il arrive à fixer son shoot dans le corner et s'il peut se montrer un minimum efficace off-ball, il pourrait devenir vite assez essentiel pour ces Raptors. Enfin, pour conclure mon chapitre des outsiders, je termine par Derrick Quinn, toujours chez les Pels. Sa préparation a été compliquée, mais depuis son retour, on voit une belle palette. Touché au poste, lecture, petite passe courte après écran, du rebond et des éclairs d'activité défensive. Le frein, c'est un temps de jeu encore fluctuant et une volumétrie pas assez lourde pour se hisser dans mon top 5. Mais c'est un outsider naturel. Si New Orleans lui laisse 20 à 25 minutes, il a de quoi empiler des double-doubles rapides, ajouter 2-3 passes et signer quelques perfs capables de faire tilt chez les votants. En résumé, ces 6-là ne sont pas dans mon top 5 aujourd'hui, mais ils arrivent quand même à frapper assez sérieusement à la porte. Si leur rôle s'affirme et qu'ils assument, ils pourraient bien, d'ici la fin de la saison, mettre le gros bazar dans la liste de mes principaux favoris. Mais bref, allons-y, passons aux choses sérieuses, il est temps. À force de tourner autour du pot, il faut bien qu'on arrive à la fin de l'entonnoir et que je vous en parle de ces 5 joueurs qui, selon moi, ont le plus de chances de remporter le trophée de rookie de l'année 2026. Et en 5 justement, je mets Dylan Harper des Spurs et je vous explique pourquoi tout de suite. À mes yeux, le dossier est clair. Entrée en NBA hyper mûr pour un combo guard, des minutes qui sentent le vétéran dès sa prise en main de la seconde unit, autour d'une quinzaine de points avec quelques rebonds et quelques passes quand le rythme est là, et surtout des séquences où il dicte le tempo. On a déjà vu le package qui justifiait son rang, changement de vitesse, pull-up à mi-distance, attaque du cercle, lecture pour servir le partenaire quand l'aide arrive, et zéro panique surtout quand ça presse. Bref, de la qualité par possession qui colle parfaitement aux critères du Roy. Pour moi, ça le place directement dans le wagon de tête, mais il y a quand même 2 critères qui plafonnent sa cote, j'ai l'impression. Premier frein, la dispo. Il se blesse au mollet début novembre et doit rater plusieurs matchs. Or, ce trophée, c'est un marathon de semaine où tu dois enchaîner les perfs et rester dans la conversation. Passer à côté de ce tempo grippe la narration et te fait glisser d'un cran derrière ceux qui empilent les perfs sans interruption. Deuxième frein, le contexte. À San Antonio, au complet, on ne lui demande pas d'être une option essentielle tous les soirs. Il a du volume, oui, mais moins de balles que certains rivaux déjà installés dans la rotation de leur team. À mon sens, c'est exactement ça qui le fixe à la 5ème place de mes prédictions. Et pourtant, pas question de le descendre plus bas, parce que jouer avec Wemby, ça veut dire avoir une meilleure qualité de tir, une visibilité à l'international et un cadre qui sécurise le développement d'un jeune arrière. Sa mise en route a validé le test visuel, impact immédiat en sortie de banc, match complet où il coche volume, propreté et petite lecture juste, j'aime bien. Ajoutez-lui 1 ou 2 moments signature déjà aperçus et vous avez toutes les cases de base d'un candidat crédible à long terme. En parallèle, je trouve que son plan de reprise est limpide. À San Antonio, avec les jeunes, on ne précipite jamais les choses. Maintenant, il doit revenir sans brûler les étapes, 22 à 26 minutes stables, une sélection de tirs propres et 2 à 3 semaines d'affilée au-dessus des 15 points avec un ratio assist-turnover positif. Son jeu est déjà plug and play, donnez-lui le rythme et il redevient un métronome dans la seconde unit. Pour moi, la place 5 c'est la bonne pour lui, c'est un candidat sérieux, crédible, qui a un bon dossier, mais qui n'affiche pas encore assez de certitude pour que je le foute dans mon top 4. En résumé, je le mets dans mes favoris parce que la qualité est celle d'un prétendant, mais son volume et sa disponibilité le pénalisent. Après, si la santé tient et que les minutes montent, il a toutes les bases pour rester dans le débat jusqu'au printemps. Puis si la machine s'emballe en décembre-janvier, là oui, il pourrait toquer plus haut, mais pour l'instant, il doit encore prouver qu'il peut le faire. Du coup, en attendant, 5ème favori, ça me semble cohérent le concernant. En 4, alors maintenant, parmi mes pépites, j'appelle Con Knueppel. Son profil adresse au tir plus QI sans ballon est quelque chose qui se transpose parfaitement sur 82 matchs. Knueppel, c'est un volume stable à 3 points, des coupes intelligentes, du catch and shoot en sortie de renversement et la capacité à attaquer un close-out sans dénaturer l'attaque. Avec Lamelo et Brandon Miller qui créent l'avantage, il vit sur des tirs de qualité et il répète. Résultat attendu, autour de 15-17 points, 5-7 rebonds, plus de 3 tirs primés par soir et une adresse solide. Ça, les votants adorent, c'est visible, illustrable et ça tient toute la saison. À mon sens, ce socle suffit pour verrouiller un fauteuil parmi l'élite.
élite, mais peut-être pas pour viser le podium non plus. Ouais, il faut se rendre compte que son périmètre d'influence restera surtout celui d'un finisseur élite, pas d'un porteur de balle principal. Les trois devant auront selon moi soit plus de création pour les autres, soit plus de volume au cercle, soit un impact défensif qui pèse lourd dans les stocks. Knuepel, lui, gagnera des matchs par ses runs à 3 points et ses lectures sans ballon, mais il générera moins de création et dictera moins le tempo en fin de match. Sur un vote serré, ces colonnes-là peuvent faire la différence. Ceci dit, son narratif en fin de saison sera sûrement béton, et ça compte beaucoup. Le film que j'imagine, c'est plusieurs moments signature, un money time avec 3 bombes coup sur coup, un match au-delà des 30 points, puis une régularité de janvier à mars qui rassure tout le monde. S'il ajoute quelques paniers faciles en transition, gratte un peu plus la ligne des lancers et garde sa propreté balle en main, la All Rookie First Team lui tend les bras. Pour moi, la clé, ça va être de voir comment il arrive à rebondir les soirs où l'adresse ne sera pas là. Il aura des matchs à 2 ou 3 sur 10 de loin et c'est normal à ce volume. Ce qui fera la diff, c'est sa capacité à compenser, poser un écran utile, attaquer à main forte sur un close-out, trouver un drive ou un tir à mi-distance propre ou ressortir la balle sans forcer. S'il transforme ces soirs-là en soirée neutre plutôt qu'en trou d'air, il maintiendra son efficacité globale et sa cote auprès des votants. Knuepel a déjà montré ce sang-froid, à lui de montrer maintenant que ça peut tenir jusqu'au sprint final. En parallèle, le contexte qu'il connaît aussi dans sa team peut l'aider, sans pour autant non plus le propulser trop haut. Charlotte lui donnera des minutes lourdes et des responsabilités réelles, mais le bilan collectif restera probablement irrégulier, tandis que son rôle restera orienté finition plutôt que création primaire. Traduction dans l'urne, une 4ème place solide, méritée, un rookie déjà utile pour gagner, mais 3 profils devant lui qui semblent posséder un spectre d'impact plus large pour cette saison. En gros, à mes yeux, Knuepel est top 4 car son jeu peut vraiment être utile aux Hornets sur la durée. Ceci dit, pour viser plus haut, il devra atteindre un certain palier à la création que Charlotte ne semble pas en mesure de lui offrir tout de suite. Alors on poursuit, et en 3ème favori, maintenant je vais chercher Cedric Coward. Pour moi, ce qui va l'installer sur le podium des meilleurs rookies de la saison, c'est l'alliance rare qu'il affiche entre volume et propreté. Coward tourne autour de 15 points, près de 6 rebonds, presque 3 passes avec une efficacité qui crève l'écran pour un rookie. Ces points viennent sans forcer, catch and shoot propre, coupe dans le dos, course en transition et juste ce qu'il faut de création simple sur pick and roll. Il perd peu de ballons, il choisit bien ses tirs et il punit dès qu'on l'oublie dans le corner. C'est un jeu qui peut vraiment tenir sur 82 matchs à Memphis. Et ce que j'aime bien, c'est que sa courbe devrait être stable parce que son rôle est clair et qu'il sait se rendre utile tous les soirs. Ce qui fait sa force, c'est la répétition des bonnes possessions. Il lit l'aide, attaque le close-out, pose la passe simple, puis repart défendre sans négocier. Et il a déjà des moments signature. Un soir au-delà des 20 points avec une pluie de tirs primés, un autre où il remplit toutes les colonnes, et des séquences où il change un match par son activité. Côté impact, Memphis, quand il est là, gagne des minutes fiables. Longueur sur les ailes, main active sur les lignes de passe, rebond qui coupe l'élan adverse. Les coachs adorent ce genre de facilitateurs qui peuvent tout faire. Parce que ouais, pour grimper, dans un vote, la constance compte au moins autant que les explosions. Maintenant, pourquoi il ne sera pas au-delà de la 3ème place selon moi? D'abord, la charge de création. Coward reste un finisseur plus qu'un porteur de balle numéro 1. Il génère moins de lancers que les 2 locomotives que j'ai mises devant lui, dicte moins le tempo, et une partie de sa production dépend des cadres autour de lui qui créent l'avantage. Ensuite, le contexte Grizzlies peut être chahuté. Quand tout le monde est sur le terrain, les priorités offensives se resserrent et son usage bouge, sachant qu'il y a certaines incertitudes en ce moment autour de Ja Morant. Sur une saison longue, ça coûte des points narratifs face à des profils plus centraux. Ceci dit, même quand la balle ne tombe pas dedans et qu'il ne trouve pas son adresse, il sait se rendre utile, et ça pèse, j'aime beaucoup. Sa marge de progression, je la vois ici, maintenir une adresse longue distance solide, attaquer un peu plus pour gratter des fautes et des lancers faciles, et continuer à gagner les petits duels de possession. S'il reste autour de 25 minutes avec un ratio assist-turnover propre, sa saison sera difficile à ignorer. Son histoire raconte quelque chose, un parcours sinueux, des minutes arrachées à l'effort, un état d'esprit professionnel. Les votants aiment ce genre de guerrier qui donne tout pour percer, et Coward peut jouer de ça. Puis pour moi, tout pointe vers une fin de saison qui valide ce rang, j'ai du mal à l'imaginer baisser en régime. En avril, il peut fermer l'exercice autour de 15 points par match, près de 6 rebonds, quelques passes, une vraie empreinte défensive sur les ailes et une efficacité haute pour un rookie. Assez pour verrouiller le podium, mais pas assez pour détrôner 2 profils devant lui qui porteront davantage la création. Mais peu importe, c'est très bien ainsi. Coward est un rookie qui peut faire gagner dès l'an 1 grâce à une campagne lisible, sérieuse et sans artifice. Il n'est pas le rookie le plus flashy ou celui qui suscite le plus de hype, mais en termes d'efficacité et de sérieux, je pense qu'il mérite vraiment bien ce top 3. Et juste devant lui, en tant que dauphin parmi mes favoris, c'est Cooper Flagg que je vais aller chercher. A mon avis, Flagg finira bien placé parce que je le vois bien élever son impact au fil de la saison. Aujourd'hui, il tourne autour de 14 points, 6-7 rebonds, 3 passes avec des minutes de titulaire et un vrai rôle chez les Mavericks. L'adresse a connu des creux au départ, mais la tendance est clairement haussière. Plus d'agressivité vers le cercle, des décisions plus rapides et surtout une confiance qui commence à prendre forme. Dallas l'utilise partout et chaque semaine, il arrive à gommer un petit défaut. Pour moi, c'est le profil typique du gars qui va réussir à monter en puissance tout au long de la saison.
Ce qu'il verrouille à la deuxième place selon moi et pas plus bas, c'est le narratif. Numéro 1 de draft, exposition nationale permanente, mission défensive sur de gros ailiers et un jeu sans ballon qui pourrait vite se caler à côté de Kyrie quand il reviendra. Parce que quand le collectif se pose, Flag récolte des tirs de qualité, catch and shoot, coupe dans l'intervalle, short roll où il lève la tête et trouve la passe simple. Ajoutez à ça une mécanique fiable et vous avez un plancher d'efficacité qui devrait remonter naturellement avec l'expérience. À mon sens, ce socle suffit largement pour pouvoir rêver du trophée de rookie de l'année en fin de saison. Alors pourquoi, malgré tout le positif que j'ai à dire sur lui, aujourd'hui je ne l'imagine pas finir couronné? Parce que j'ai peur qu'il lui manque un poil de régularité par rapport à mon favori ultime. Flag aura ses soirées en dents de scie, quelques matchs où la défense adverse lui coupe la ligne de drive et vivra sûrement quelques moments difficiles. Le numéro 1, lui, empilera davantage de soirs signature, je pense, avec une adresse et un volume constant. Sur un vote serré, ce sont ces colonnes-là qui peuvent convaincre les votants. Ceci dit, dans aucun monde, à part une grosse blessure, je ne le vois descendre du podium. Son potentiel est bien trop immense pour ça. Il présente déjà le meilleur mix production actuelle plus marge de progression courte chez les poursuivants. Sa défense se remarque tous les soirs, son jeu sans ballon est discipliné et sa lecture déjà fine devrait encore progresser. Même si son tir extérieur reste irrégulier, le reste du package tient la route. Activité au rebond, passe propre, peu de déchets et un impact visible sans surdribbler. Comme vous l'avez compris, je pense que plus il prendra en XP et plus il va performer. Ça ne m'étonnerait pas de le voir finir la saison proche des 17-18 points par match, 7 rebonds, 3-4 passes, des stocks réguliers et une efficacité globale tirée vers le haut par sa propreté au lancer et sa sélection de tir. Il aura plusieurs moments signature et une montée en puissance continue de janvier à mars. Bref, un rookie déjà gagnant, ultra solide, qui finit à une longueur du lauréat et qui, à mes yeux, aura posé les fondations d'un futur All-Star cette saison. En gros, même si à ce jour il n'est pas mon favori pour le trophée de rookie de l'année, je ne retourne pas non plus complètement ma veste le concernant. Cooper Flag a largement le potentiel suffisant pour se construire une grosse carrière et devenir un joueur majeur dans la NBA du futur. Bref, et pour finir, vous vous en doutiez sûrement, au vu des joueurs qu'on a déjà cités jusque-là, mon favori à ce jour pour le trophée de Rookie of the Year, c'est VJ Edgecombe. Mais avant de parler de lui, je veux évoquer son équipe, les Sixers, et mon sponsor du jour, Winamax. Philadelphie a bien démarré sa campagne, et en pensant à ça, j'ai un gros coup à vous proposer chez Winamax. La cote des Sixers pour finir premier à l'Est est de 10, c'est énorme. Concrètement, vous misez 100 balles, et si vous gagnez, vous ressortez avec 1000. C'est un immense jackpot pour une équipe qui joue vite, qui défend mieux, et qui a déjà quelques matchs références sans pour autant être au complet encore. Et pour moi, en vrai, c'est pile le moment de se placer sur eux avant que les bookmakers potentiellement s'emballent et que les cotes redescendent. Surtout qu'avec l'offre de bienvenue de Winamax, via mon lien que vous trouverez en description, vous pouvez le faire intelligemment. Si votre tout premier pari est perdant, il est remboursé en cash jusqu'à 100 €. C'est pour ça que je propose un tel jackpot avec autant de risques. Parce que là, ouais, c'est 100 €, pas en free bet, pas en bon d'achat, mais bien en cash. Vous retrouvez vos sous dès le lendemain. Une bonne occasion donc de faire un x10 sans prendre le risque de se ruiner. Et puis si vous voulez optimiser jusqu'au bout, en plus, j'ai un petit bonus supplémentaire à vous proposer. Si au moment de votre premier dépôt, vous entrez mon code le 6e homme, vous recevez 10 € supplémentaires, en cash aussi. De quoi tenter un deuxième coup dès maintenant ou garder des munitions pour un prochain pari qui vous chauffe. Ceci dit, on reste carré. Tout ce dont je vous parle là, je veux que ce soit du kiff, un moyen d'apprécier les matchs, pas du stress. L'offre de bienvenue, clairement, vous permet de gommer énormément de risques, mais gare à l'addiction. Alors je veux faire un rappel important, les paris sont interdits aux mineurs et même majeurs, ne misez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Jamais vous ne devez faire ça pour vivre, c'est un kiff, pas un métier. Alors si vous sentez que ça dérape ou que vous perdez le contrôle, faites une pause, faites-vous aider. L'objectif c'est d'ajouter un peu de piment devant les matchs, pas de finir à la rue. Alors gardez bien ça en tête, c'est important, et si vous ne voulez pas attendre jusqu'à la fin de la saison pour voir le résultat de votre mise, j'ai d'autres pistes à vous proposer. Si vous préférez, vous pouvez viser sur du court terme dès ce soir, une victoire simple de votre team préféré, un écart de points s'ils sont en back-to-back face à un adversaire émoussé, ou un pari sur un total de points si le rythme du match s'annonce élevé. Même logique côté joueur, un rookie qui explose le compteur de points si une blessure lui laisse de grosses minutes, un intérieur qui s'éclate au rebond quand le match-up s'y prête. Tout est possible, et surtout les mêmes avantages s'appliquent via mon lien avec l'offre de bienvenue et le code le 6e homme. En gros, avec ces bonus, vous pouvez parier sur absolument ce que vous voulez, court ou moyen terme, et c'est bien ça qui les rend si intéressants. Mais bref, même si tout ça, ça peut être cool, si c'est fait intelligemment bien évidemment, nous, il va falloir qu'on revienne sur celui qui est mon favori pour le trophée de rookie de l'année actuellement, VJ Edgecombe. A mes yeux, son dossier est le plus complet du plateau. Près de 17 points par match, 6 rebonds, 4-5 passes, des interceptions régulières et surtout des minutes massives qui comptent vraiment. Ce n'est pas du volume vide, il produit, il connecte le jeu, il défend et il répète ça tous les 2 jours sans gros trou d'air. Dans une ligue qui scrute la constance, Edgecombe coche la case tous les soirs mieux que n'importe quel rookie aujourd'hui, j'ai l'impression. Pour moi, le truc qui fait tilt chez les votants, c'est quand le jeu, les stats, le spectacle et le narratif arrivent à se rejoindre en même temps. Côté moment signature, la table est déjà servie, un match d'ouverture à 34 points qui met tout le monde au parfum.
fin, des money time où il punit à 3 points ou en drive, et plusieurs feuilles complètes où il remplit 4 colonnes. Ce sont des matchs dont on se souvient face à des équipes regardées, et ça façonne la perception dès le mois de novembre. Ajoutez une activité défensive visible et vous avez l'image d'un rookie qui déjà a envie de tout casser. Et à mon sens, le contexte dans lequel il est rend ses perfs encore plus lisibles pour le grand public. On parle d'un rôle NBA déjà défini à Philadelphie. Partager le backcourt avec Maxey, jouer à côté d'Embiid, lire les aides et punir la moindre erreur. Edgecombe vit sur des tirs de qualité, et quand on lui donne la balle, il sait activer le drive and kick pour servir les shooters. Il a relégué Grimes et McCain sur le banc, et obtient des responsabilités lourdes dans une équipe qui veut gagner, avec des défenses qui s'ajustent vraiment à lui, c'est très fort. Et pour moi, c'est exactement là-dessus qu'il arrive à prendre l'avantage sur tous les autres. Face à la concurrence, il additionne plus d'arguments au même moment, un volume régulier, une création au-dessus du simple rôle de finisseur, une efficacité qui tient malgré l'usage et une présence utile soir après soir. Les poursuivants ont chacun une carte forte, mais aucun ne semble compiler autant de cases en même temps. Tant qu'Edgecombe maintient ce plancher élevé, l'écart narratif et statistique restent en sa faveur. Puis faut parler de son parcours aussi, de la misère des Bahamas jusqu'au spotlight de la NBA. Ça peut permettre aux médias d'écrire de très beaux articles, et on le sait souvent, quand à la presse dans la poche, ça influence fortement les votants. Ajoutons à ça que sa détente et ses dunks le placent super souvent dans les top 10, et go, on commence à avoir beaucoup de cases cochées et beaucoup d'arguments pour l'imaginer remporter le trophée. Maintenant, c'est vrai que ça fait 4 ou 5 matchs qu'il galère davantage, notamment avec son adresse, et peu à peu, sa cote semble baisser. Cependant, j'aime qu'il sache se montrer utile autrement pendant cette période, en défendant fort, en prenant des rebonds et surtout en se montrant clutch. Sa confiance en lui semble inébranlable, Nick Nurse lui donne toujours de grosses minutes, et si à ça on ajoute tous les facteurs que j'ai évoqués plus tôt, j'ai l'impression qu'il a de quoi rebondir et remplir tous les critères nécessaires. Voilà pourquoi, si je me mets en mode projection, malgré sa mauvaise passe actuelle, c'est toujours lui, mon favori pour le trophée de rookie de l'année. Pour moi, la feuille de route pour que Edgecombe garde le trône est assez claire. Fil de gauche, appel de phare. S'il reste en bonne santé, que sa confiance reste à ce niveau et qu'il continue d'attaquer le cercle les soirs où son shoot extérieur ne rentre pas, ça va le faire. Il devrait encore empiler quelques soirées références qui feront couler suffisamment d'encre pour convaincre les votants, sans parler du fait qu'à peine 20 ans, on attend de lui qu'il progresse en prenant de l'expérience. Je pense qu'il peut finir la saison autour de 20 points par match, 6 rebonds, 4 passes et une défense agressive. Parce que ouais, Edgecombe c'est de gros highlights c'est sûr et le public adore ça, mais c'est aussi beaucoup d'efficacité et d'agressivité, exactement le profil qui finit avec le trophée en main. Bref, vous l'avez compris, si l'orage n'en doute pas quelques poursuivants qui auront leur mot à dire d'ici la fin de la saison, à ce jour, VJ Edgecombe reste mon favori pour terminer couronné. Mais vous, de votre côté, vous en pensez quoi de tout ça? Vous misez sur VJ ou alors vous pensez qu'un autre va le rattraper? Et puis vous, c'est quoi votre top 3? À vos claviers, j'ai envie de connaître vos classements, vos arguments et vos hot takes concernant le trophée de rookie de l'année 2026, alors lâchez-vous dans la section commentaires. Comme d'habitude, je lirai tout, j'essaierai de répondre à un maximum et j'ai vraiment hâte de débattre avec vous, alors faites-vous plaisir.